Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres, ce mardi, l'Assemblée nationale n'inscrit aucune date pour l'interdiction du glyphosate en France. Les députés ont voté cette nuit. Réaction des agriculteurs bretons à suivre dans ce journal. L'Union européenne va enquêter sur les 25 000 tonnes de maïs traités à la phosphine, un gaz très toxique, et qui sont arrivés à Brest en 2016. Jusqu'au 8 juin, ces experts vont se rendre dans plusieurs ports de la région. Didier Déniel sera également avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Et il y a du nouveau autour de la loi littorale. Oui, demain les députés vont étudier la possibilité de déverrouiller un peu cette loi littorale. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant, Didier. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez votre JT Breton du mardi 29 mai 2018. Emmanuel Macron l'avait promis, le glyphosate devait être interdit en France d'ici 3 ans. L'amendement fixant la sortie de ce pesticide classé cancérogène probable en 2021 a été rejeté par l'Assemblée nationale cette nuit. Aucune date n'est donc prise, même si le gouvernement assure que dans 3 ans, la France en aura fini avec cette substance. Dans le monde agricole, 2 camps semblent se dessiner autour de cette décision. Sophie Lecroisier. Depuis 20 ans, Philippe Nicole a fait le choix d'une agriculture paysanne. D'ici 5 ans, ils seront un agriculteur français sur 10 à produire bio. La programmation raisonnée de la fin du glyphosate d'ici 2023 était donc pour Philippe un premier pas vers un plan de transition pour les agriculteurs. On a quand même le sentiment que le gouvernement cède à la pression des lobbies de certains syndicats agricoles. Qui refusent complètement une évolution de l'agriculture. C'est quoi les alternatives? C'est un produit chimique encore plus dangereux? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, quoi. Donc des alternatives, elles existent. Il y en a qui n'utilisent pas de glyphosate. Il faut juste se poser les bonnes questions, peut-être réfléchir à des rotations plus équilibrées, alors des outils de travail différents peut-être. Face à ce renouvellement de la licence du glyphosate, il n'y a pas que des agriculteurs déçus. L'Europe a renouvelé pour 5 ans, la France surtranspose, ce qui nous surprend quand même. Donc pour nous, si on n'a rien pour remplacer le glyphosate, moi je pense à ceux qui ne labourent plus leur sol parce que c'est considéré comme étant une pratique meilleure en matière d'écologie des sols. Si on n'a pas de solution de remplacement par le glyphosate, comment fera-t-on au bout de 3 ans? Il faut mettre le paquet sur la recherche pour remplacer ce produit, mais si c'est pour avoir un produit encore qui soit bien plus cher, ça sera une charge complémentaire pour les agriculteurs. La question du glyphosate divise donc la profession agricole. Sur la question des pesticides chimiques, rappelons que les collectivités locales ne peuvent plus en utiliser depuis janvier 2017. Même traitement pour les particuliers dès le 1er janvier 2019. Autre sujet lié à l'environnement dans l'actualité régionale. Ce mardi, une commission d'enquête menée par l'Union européenne vient inspecter le cas de plus de 25 000 tonnes de maïs traités à la phosphine et stockés dans le port de Brest en 2016. Les experts devront établir si les procédures d'utilisation de cet insecticide par les entreprises sont conformes à la réglementation, ce dont ne doute pas Pierre Karleskine, en charge des infrastructures portuaires au Conseil régional. Il est interrogé par Sophie Lecroisier. On est dans le cadre d'une enquête qui est somme toute assez classique. Alors elle intervient effectivement après la saisine d'une association, mais très régulièrement la Commission européenne enquête sur ces questions. Et cette année, il se trouve qu'en France, 2 régions vont être spécifiquement auditées, c'est la Bretagne et le Grand Est. Et au-delà de ça, c'est vrai que notre rôle est somme toute assez limité, et en particulier, ce sont des entreprises privées qui effectuent les opérations de manutention. Ce sont les manutentionnaires avec des dockers pour effectuer ces travaux. Et ces travaux de manutention sont effectués sous le contrôle de l'État. Il y a des procédures qui sont mises en place et elles sont suivies aujourd'hui. Moi, je ne m'inquiète pas outre mesure sur ces sujets-là. Et je pense aussi que le préfet a la prudence d'une personne qui voit l'inspection arriver, enfin le contrôle arriver. Donc, et nous ferons un point plus détaillé sur ce sujet dans votre magazine régional L'Instant T, une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15. Il s'était évadé le 16 mai de la maison d'arrêt de Brest lors d'une extraction médicale. Anthony Pondavène, originaire de Landerneau, a été retrouvé cette nuit à San Sebastián en Espagne. C'est l'une des informations développées dans votre chronique La Bretagne en 5 infos avec Jérôme Gallo.
fin de cavale pour l'évadé radicalisé de la prison de Brest. Anthony Pondaven a été interpellé avec un ami lundi soir à Saint-Sébastien, en Espagne. Âgé de 24 ans, ce Landernais fiché S était en détention pour de multiples vols. Le 16 mai dernier, il avait profité d'une extraction médicale à l'hôpital Morvan pour prendre la fuite. Anthony Pondaven devait être présenté à un juge dans la journée de mardi. Le procès de Gal Valerius s'ouvre ce mardi aux États-Unis. Cet habitant de Plusquelec, dans les Côtes-d'Armor, est soupçonné d'être à la tête d'un vaste supermarché de la drogue sur Internet. Accessible depuis le Dark Web, le site qu'il est soupçonné d'administrer mettait en relation acheteurs et vendeurs. Âgé de 38 ans, ce franco-israélien risque la perpétuité. Le port du Légué continue sa mue en quartier haut de gamme. Une nouvelle résidence de luxe de 4 étages va bientôt sortir de terre sur la rive de Plérin. Le Loubout, c'est son nom, sera composé de 9 lots exposés plein sud, dont un magnifique T5 à 780 000 €. En quelques années seulement, le port a attiré de nombreux bars et commerces branchés. L'En Avant Guingamp vient de remporter le championnat juste devant le PSG. Non, ce n'est pas une blague, il s'agit en fait du classement des meilleures pelouses de Ligue 1. Avec une note moyenne de 18,6 sur 20, le gazon hybride du Roudourou devance d'une brindille celui du Parc des Princes. C'est le premier titre pour Manu Besson et René Gestin, les jardiniers du club. Un renfort olympique pour le club de water-polo de Quimperlé. Le temps d'un soir, Jérémy Stravius a partagé l'entraînement du lundi avec l'équipe des Branchis. Le médaillé d'or au JO de Londres y a retrouvé son frère Frédéric, membre du club. Si le nageur a bien profité, il ne restera malheureusement pas avec les Branchis. Jérémy Stravius reprend l'entraînement dès la semaine prochaine. Des députés La République En Marche déposent ce mercredi un amendement à la loi aménagement et numérique qui pourrait remettre en cause certains aspects de la loi littorale. On en parle dans un instant avec Didier Déniel dans le duplex. Alors Didier, pourquoi est-ce que certains élus veulent modifier la loi littorale? Oui, cette modification législative a été voulue surtout par des élus locaux qui estiment qu'au fil du temps, la jurisprudence de la loi littorale s'est vraiment durcie et qu'il devient très difficile de gérer les permis de construire, les constructions dans les communes littorales. Alors en Bretagne, par exemple, on ne peut plus, depuis 2013, on ne peut plus construire dans ce qu'on appelle les dents creuses. Ce sont des terrains qui sont enserrés entre plusieurs habitations, dans des hameaux. La loi littorale autorise l'extension de l'habitat à partir d'un village, mais pas d'un hameau. On joue donc sur les mots. C'est une question de sémantique. Alors, conséquence de notre région, pas mal de gens se sont retrouvés avec des terrains qui sont devenus inconstructibles. Ils se sont réunis sous les bannières des plumées pour tenter d'avoir gain de cause. Et finalement, ça semble avoir marché. Oui, effectivement, plusieurs députés ont pris fait et cause pour eux. Aujourd'hui, ils désirent que la décision ou non de construire soit prise au travers de la loi littorale, mais également par le prisme du schéma de cohérence territoriale, ce qu'on appelle le SCOT, ce qui donne davantage de pouvoir aux élus locaux sur ces constructions, sur ces décisions. Le texte prévoit également que les entreprises ostréicoles puissent aménager des cales ou des accès à leur parc si nécessaire. Alors, est-ce qu'on va vers un bétonnage du littoral comme certains le dénoncent? En tout cas, les défenseurs de l'environnement sont inquiets. Une pétition en ligne a recueilli plus de 280 000 signatures. Un des signataires est Nicolas Hulot, qui avait signé ce texte avant de rejoindre le gouvernement. Pour ces initiateurs, c'est la porte ouverte au bétonnage des côtes. Alors Didier Legac, député du Nord Finistère, qui a co-signé les amendements qui vont être présentés, promet que la bande littorale sera sanctuarisée, qu'on n'y touchera pas. Eh bien, on suivra ce dossier. Merci beaucoup Didier. Et puis, on retrouve votre article demain dans le Télégramme. Merci beaucoup. En 2016, 2 millions de tonnes de produits surgelés ont été écoulés en France, un marché estimé à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est dans le Morbihan, à Gourin, que s'inscrit une partie de l'histoire des produits surgelés. À la fin des années 70, le groupe belge Ardo implante le siège et l'une de ses 5 usines de légumes surgelés en France. Le groupe est le leader européen en la matière. Et ce vendredi, un nouveau centre de distribution a été inauguré. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Si vous mangez des légumes surgelés, il y a de fortes chances que ces derniers viennent de cette usine gourinoise. Épinards, haricots, carottes et bien d'autres encore, 80 000 tonnes sont produits chaque année. S'implanter en Centre-Bretagne il y a 40 ans, un choix bien stratégique.
On a ici une grande variété de produits qui nous donnent la chance de travailler des légumes bretons, où la Bretagne est quand même une terre qui est reconnue pour la qualité et la variété de ses légumes. Et de par la taille et la variété des climats qu'il peut y avoir en Bretagne, on est un peu au centre de la Bretagne, donc ça veut dire qu'on est bien situé pour pouvoir recevoir les légumes qui viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la Bretagne. Donc il y a un rôle central qui est au niveau logistique, puisqu'on a beaucoup de logistique dans notre métier, qui est important. Aujourd'hui, l'usine Ardot travaille avec 350 producteurs de la région, un atout économique pour le territoire avec 430 employés, mais également une manne financière pour la commune de Gourin. La contribution économique territoriale, ex-taxe professionnelle, représente 1 million d'euros. C'est une chance inouïe pour nos services publics, pour nos services au public, pour nos écoles, enfin pour tous les travaux qu'on peut réaliser sur la commune. Et il y a évidemment toutes ces autres petites entreprises autour, des transporteurs, des entreprises dans la machine-outil, qui travaillent autour et grâce à l'usine. Donc évidemment, tout n'est pas quantifié, mais c'est une richesse folle. Je dis toujours qu'Ardot est le cœur nucléaire de la cité, tout simplement. L'entreprise grandit et investit. Un nouveau centre de distribution automatisé de 6000 m² est en service depuis fin 2017. Objectif, monter la production à 120 000 tonnes pour une usine qui représente un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Partons maintenant à la découverte du deuxième site de mégalithes en Bretagne. Il se situe à Saint-Just en Ille-et-Vilaine. Le site souhaite attirer plus de visiteurs, 15 000 chaque année, alors que Carnac en attire pas loin de 600 000. Le lieu vient donc d'être modernisé. Visite guidée avec Blaise Huchet de TVR. Des minières de toute taille, de toute forme, bienvenue dans le nouveau parcours touristique de Saint-Just. Pour tout savoir sur ces monuments historiques, comptez 2 heures. Et la visite débute avec la maison mégalithe et lande de Saint-Just, fraîchement rénovée. Une séquence sur la vie au néolithique. Après, on a plus une séquence sur le mégalithisme, puisqu'il faut savoir que tous les menhirs ne sont pas faits forcément en granit. Donc on découvre aussi la géologie du lieu, et puis les techniques pour ériger ces menhirs et ces monuments mégalithiques. Et enfin, la troisième salle est vraiment consacrée sur les monuments de Saint-Just, en fait. Ce site est l'un des sites mégalithiques les plus importants d'Europe, juste derrière Carnac. Alors, en fait, en découvrant ce site, on découvre un site et on s'immerge dans la période néolithique. Donc on se plonge à 5000 ans avant Jésus-Christ, période à partir de laquelle les hommes ont commencé à se sédentariser. Donc ils ont défriché, commencé à s'installer, à pratiquer les premières cultures. Et donc c'est vraiment les premières années de sédentarisation qui correspondent au néolithique. C'est suite à un incendie en 2009 que le département et la commune de Saint-Just ont décidé d'investir 315 000 € pour mettre en valeur ce patrimoine. Entièrement repensé, le cheminement du sentier permet aujourd'hui de parfaitement découvrir les mégalithes, mais aussi l'ensemble de la biodiversité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19 h. Excellente soirée sur vos antennes bretonnes.